Vous écoutez l'Ambition au féminin, épisode 133. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel. C'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? Comme d'habitude, j'espère que je vous trouve en grande forme, ou du moins dans un moment de connexion et de présence à vous-même. Alors, aujourd'hui, ce que je vous ai préparé, c'est une conversation que j'avais enregistrée sur Instagram il y a quelques semaines pour réfléchir à l'état des lieux par rapport au coaching, plus spécifiquement au coaching business, et pour présenter un peu ma philosophie de la transformation puis comment je vois où ça s'en va, où ça devrait aller, du moins, les focus de coaching quand on travaille avec des entrepreneurs. Et je m'attendais pas nécessairement à avoir cette conversation sur Instagram, puis là, j'appelle ça une conversation, mais on s'entend, c'est moi qui enregistre quelque chose en vous imaginant de l'autre côté de la table. Et je sais qu'il y a quand même beaucoup de changements qui ont eu lieu dans l'industrie du coaching depuis que j'ai commencé ta marque, du moins, et même depuis beaucoup d'années avant ça. Hein. Dans le temps que j'avais commencé en 2017, je me rappelle avoir écrit un article sur c'est quoi un coach, c'est quoi la différence avec un mentor. Puis à ce moment-là, c'est sûr que c'était la PNL qui était particulièrement qui était en grande popularité, du moins dans la francophonie. Et puis depuis, j'ai vu beaucoup d'autres écoles se développer et développer des certifications, développer des coachs. Et je trouve ça super intéressant parce que selon moi, le coaching, c'est une façon d'appliquer une genre de philosophie pratique à nos vies, hein? Puis c'est une façon de réfléchir à nos circonstances, à nos actions, à nos émotions, à comment on se sent à travers tout ça, et de vivre une vie plus épanouie ultimement. Hein? Puis peu importe que ce soit du coaching spécifique par rapport à l'entreprise, du coaching spécifique par rapport à la mobilité ou du coaching plus spirituel, pour moi, c'est toujours dans cette optique de développer ce qui est déjà présent, développer ce qui est en nous. Puis, dans la série de conversations que je vais vous proposer aujourd'hui et dans 2 épisodes qui vont suivre, hein, parce que c'est une conversation en 3 parties, je voulais justement aller regarder où on en est avec tout ça, qu'est-ce que ça veut dire du coaching business aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le rôle du coach dans tout ça, et c'est quoi le rôle aussi, c'est quoi les aptitudes que les coachés ou les personnes qui vont aller chercher du coaching auraient intérêt à mettre de l'avant quand elles réfléchissent à un parcours ou à une démarche du genre. Et encore une fois, je trouvais ça intéressant d'apporter cette perspective-là parce que ça fait, je veux dire, ça, c'est des choses auxquelles je réfléchis quand même assez souvent. Hein? C'est mon identité aussi, que je crée mon identité professionnelle à travers tout ça. Mais je sais que pendant longtemps, ça a été quand même un questionnement de me dire, est-ce que j'aime cette appellation de coach? Est-ce que je veux me l'approprier? Et comment est-ce que moi, je la définis selon mes valeurs, selon ma vision et selon là où je veux amener aussi mes clients. Donc, je décline ça dans l'épisode d'aujourd'hui, mais aussi dans 2 autres épisodes qui vont venir dans les semaines qui vont suivre. Donc, je vous encourage à le voir comme un tout, hein, comme une conversation segmentée, mais quand même qui fait partie d'un grand tout. Et si vous avez des réflexions, si vous aimeriez continuer la conversation comme d'habitude, c'est toujours très bienvenue. Puis je dis pas ça à la légère parce que pour moi, toutes les conversations qu'on entame ici sur le podcast, c'est des conversations qui ont besoin d'avoir lieu dans nos industries. Hein. C'est des choses qui sont en mouvement, c'est des choses qui
Je sais pas si vous entendez la pluie qui vient de commencer. C'est des choses qui ont besoin d'être réfléchies ensemble, selon moi. Donc, utilisez les réseaux, écrivez-moi ou partagez l'épisode en me taguant puis en me donnant vos réflexions. C'est toujours super bienvenu parce que ça me permet aussi d'approfondir ma propre réflexion. Donc voilà, je vous laisse avec ça et puis au plaisir de vous lire, vous entendre, échanger avec vous. Salut tout le monde, comment vous allez? Hey, je suis contente de vous retrouver ici sur Instagram. C'est assez rare que je vienne ici faire des lives. Je préfère 1 million de fois plus vous parler à travers le podcast. Mais voilà, j'avais envie de créer une série de conversations cette semaine. Première étant notamment, en philosophie du changement, le problème du business coaching aujourd'hui, parce que je pense que c'est important de parfois prendre le pouls, s'asseoir, réfléchir à comment on voit notre rôle comme coach, comme agent de changement, comme personne qui a à cœur la transformation de ses clients, mais aussi personne qui consomme. Hein. Moi aussi, je suis quelqu'un qui consomme énormément de coaching et qui suit beaucoup cette industrie-là depuis plusieurs années. Même, je me rappelle, il y avait je me rappelle dans le temps où c'était encore un peu mal vu d'utiliser le terme coach. On préférait accompagnateur, on préférait mentor. Il y avait cette grosse conversation autour du fameux terme coach. Qu'est-ce que ça voulait dire? Puis je me rappelle avoir écrit un article sur le blog datant de 2017 où, à ce moment-là, ce qu'il y avait vraiment comme modalité de coaching, c'était la PNL, la programmation neurolinguistique, et des coachs en innovation, beaucoup qui sont des précurseurs, je trouve, dans le travail qu'on fait en tant que coach business. Mais on va pas se cacher, dans les dernières années, dans les, 3-4 dernières années, il y a eu un essor fulgurant, selon moi, de coachs qui ont utilisé les outils du web, qui ont réussi à se démarquer à travers les outils du web et qui, après ça, ont utilisé ça pour créer des audiences à travers lesquelles, ils ont commercialisé leurs services. Puis, je veux juste qu'on soit vraiment clair que la conversation aujourd'hui, c'est pas pour bâcher qui que ce soit, vous dire que vous n'avez pas le droit d'utiliser le mot coach, avoir une espèce de normativité autour de la notion de coach. Le but ici, c'est vraiment de réfléchir à comment est-ce qu'on se positionne dans cette industrie en changement et comment est-ce qu'on veut aussi recevoir ou comment est-ce qu'on devient des meilleurs consommateurs aussi de ce type d'aide-là qui, selon moi, est réel. Hein, parce que moi, je travaille avec des coachs dans différents domaines et à chaque fois, ça a été vraiment transformateur pour moi ce que j'ai fait. Fait que tu sais, que ce soit, des coachs fitness ou des coachs vraiment au niveau mindset ou au niveau business, je pense que c'est important de réfléchir à tout ça. Donc aujourd'hui, ce que j'avais envie avec quoi j'avais envie de commencer un peu cette conversation, puis n'hésitez pas, écrivez vos questions, écrivez vos commentaires, vos réflexions, parce que j'ai appelé ça une conversation pour que ce soit fait en collaboration aussi, puis que ça initie des réflexions entre nous tous pour pouvoir avancer, évoluer. Hein. Je suis pas là ici pour, encore une fois, normativiser l'industrie, mais vraiment pour ouvrir cette conversation-là. Donc, la première chose que je voulais peut-être réfléchir ensemble, c'était cette fameuse définition de coach. Donc, qu'est-ce que c'est un coach? Qu'est-ce que c'est pas? Puis comment on le voit dans l'environnement actuel, surtout quand on parle de coach business, parce que c'est vraiment la dimension que je trouve dans la dernière itération du coaching. Il y a de plus en plus, tu sais, il y a une grosse effervescence autour du coaching business. Et pour moi, c'est intéressant de juste revenir à l'essentiel, de se dire, qu'est-ce qu'on veut dire par coach, hein? Puis un coach, c'est clair, tu sais, c'est un entraîneur. Hein? La définition en français de coach, c'est un entraîneur. Puis un entraîneur, on connaît ça, depuis forever. Hein? Vous avez peut-être vu des entraîneurs
Moi, je me rappelle, j'avais des coachs de tennis jadis, puis là, maintenant, j'ai recommencé à jouer au tennis, fait que j'ai repris les services d'un coach, mais on a des coachs de voix, hein, des coachs de chant, on a des coachs qui vont nous aider, bon, au niveau des coachs de cheerleading, hein, tu sais, ça vient beaucoup du domaine sportif, ce mot-là, hein, le mot de coach, mais aussi du domaine, n'importe quel domaine dans lequel il y a une dimension de performance. Puis je pense que ce mot-là est vraiment important quand on définit coach, c'est que il y a la dimension de performance qu'il n'y a pas nécessairement quand on parle de mentorat, quand on parle de co-développement, hein, quand on parle d'une équipe autour de soi, plus une équipe de support, où la notion est beaucoup moins axée sur la performance que quand on parle d'un coach. Puis, je pense que c'est intéressant aussi de voir la différence qu'on fait entre le consultant, le pigiste, hein, le professionnel ou l'expert et le coach. Puis comment moi je le conçois, c'est que d'un côté, on a des gens qui sont vraiment axés sur des livrables. Hein, un pigiste, un professionnel, un consultant va vraiment... il va nous vendre des livrables. Dans le fond, il va nous dire genre, tu vas travailler avec moi, puis voici ce qu'on va faire ensemble. Voici ce que tu vas avoir entre les mains, hein, même si c'est tes mains virtuelles. Voici ce que tu vas avoir entre les mains à la fin du travail qu'on va faire ensemble. Un entraîneur / un coach, tu sais, vu qu'il est axé plus sur la performance, ben à ce niveau-là, on travaille sur d'autres aspects qui sont beaucoup plus les compétences. Et bon, on va en parler un peu plus tard dans la conversation, hein, les savoir-faire, les savoir-être. Et les savoirs jusqu'à un certain degré, bien que les consultants peuvent aussi donner beaucoup d'informations sur la dimension savoir et savoir-faire. Le coach, ce qui amène de plus beaucoup, c'est toute cette dimension de savoir-être, hein, ou toutes les aptitudes qui sont pas nécessairement calculées par un résultat X. Et naturellement, ben, le coach, il travaille vers un objectif donné, puis mais ce qu'il ne peut pas garantir, c'est un résultat. Puis la meilleure chose, le meilleur exemple que je pense, puis là, je suis beaucoup dans le tennis, vous allez voir, j'ai beaucoup de métaphores sur le tennis, mais là, c'est Wimbledon en même temps, là, puis tout ça. C'est comme un entraîneur, tu sais, Roger Federer, comme qui est un, tu sais, super bon tennis player, il y a un coach, même si il est au top, tu sais, de sa performance, il a un coach pour améliorer justement sa performance. Le coach de Roger Federer, il peut pas lui garantir qu'il va gagner le prochain US Open, par exemple. Mais il peut lui garantir à quelque part qu'il va améliorer sa performance dépendamment de où il en est dans sa progression, dans les choses qu'il a besoin de travailler, etc. Donc, je pense que c'est super important de garder ça en tête, que quand on va chercher un coaching, on va pas chercher le type de résultat qu'on irait chercher comme en travaillant avec un consultant ou avec quelqu'un qui nous donnerait ce type de livrable-là, peut-être à un degré encore meilleur de ce qu'on pourrait être capable de faire par nous-mêmes parce que c'est leur expertise. OK? Donc, le consultant travaille vers le résultat, le coach travaille vers la transformation. Il y en a un qui travaille dans la production, puis il y en a l'autre qui travaille un peu dans ce que j'appellerais la reprogrammation. Hein, on va changer des façons d'être pour ensuite performer à un niveau différent. Donc, ceci dit, là, puis si vous avez d'autres aspects que vous voulez ajouter à cette définition de coaching, allez-y, là, genre, ça, c'est vraiment la façon dont moi je le conçois, puis je suis super ouverte aussi à avoir cette conversation avec vous. Ce qui est intéressant donc quand on prend la dimension de coaching business ou coaching entrepreneurial, peu importe comment vous voulez l'appeler, ben, c'est sûr qu'on évolue dans un univers qui est en constant changement. Hein? Surtout sur le web, parce que là, on a parlé beaucoup de tout ce qui a évolué sur le web, tous les coachs qui sont sortis aussi dans la dimension du web, c'est que on va travailler avec des paramètres qui sont constamment en train de changer. Puis tu sais, je veux dire, si on prend encore l'exemple de Roger Federer, c'est sûr que lui, il peut...
les conditions changeantes sont quand même assez calculées dans le sens que il va savoir sur quel terrain il va jouer. Hein? Des fois, il va jouer sur de la terre battue. Des fois, il va jouer sur des terrains durs. Des fois, il va jouer, sur du gazon. Et il y a un certain nombre de professionnels du tennis avec qui il va confronter, avec qui il va jouer. Fait que, tu sais, ces différences-là, c'est l'univers changeant dans lequel le coach lui permet d'être adapté, de s'adapter, d'évoluer, d'être résilient, etc. Dans l'univers entrepreneurial, on a encore plus de variables, encore plus de paramètres qui font que le coach doit être capable de s'adapter à travers, ou du moins d'aider son client à s'adapter à travers ces différents paramètres parce que c'est la performance de l'entrepreneur qui est en jeu. Donc, dans ce contexte-là, le coach d'affaires, le coach entrepreneurial, c'est un agent de changement. Donc, il facilite le changement, les transformations d'une façon collaborative. Puis encore une fois, pour faire le retour avec le fait qu'on ait d'un côté des consultants ou des personnes qui vont vraiment offrir une solution, ici, on offre une transformation. Donc, le coach peut être à la fois un guide, un mentor, un enseignant, parce qu'il va y avoir certains savoirs qu'il va devoir transmettre à son coaché, et un partenaire, parce que dans la relation de coaching, il y a cette collaboration-là. Donc, en tant qu'agent de changement, son rôle, c'est d'aider le client à naviguer le plus possible et gérer ses changements. Puis, pour ceux qui m'écoutent puis que vous faisiez partie de Money Brand, vous faisiez partie de d'autres programmes que j'ai faits, j'ai récemment tout rebrandé mon programme pour montrer que ce qu'on explore dans ce programme-là, par exemple, c'est un univers. Hein? Puis dans l'univers, on peut aller à gauche, à droite, en haut, en bas, on peut aller vite, on peut aller lentement. Il n'y a pas une machinerie dans laquelle on rentre pour ensuite générer un résultat X. On est vraiment dans un univers qui a son propre espace-temps, qui a ses propres planètes à découvrir. Et pour moi, ça a été vraiment utile de aussi le conceptualiser de cette façon-là parce que ça rendait beaucoup plus clair c'était quoi mon rôle comme coach envers mes clients. Donc, le coach entrepreneurial va aider ses clients à naviguer à travers ces changements-là, mais ce qui est important ici, que c'est pas juste une question de survivre dans l'univers, hein? Puis on a parlé au début de cette conversation de performance, parce que le but, dans le fond, de l'entrepreneur, c'est de naviguer les changements et ensuite d'améliorer les résultats qu'il va être capable de générer avec le coaching, t'sais. Donc, la dimension d'adaptabilité et de réaction au changement, réactivité au changement est vraiment importante selon moi dans le coaching. Et ce qui est intéressant dans cette conversation-là, puis on va peut-être pas en parler aujourd'hui, mais ça va probablement être quelque chose dont on va parler dans les prochains lives, c'est que l'adaptabilité, c'est une fonction de la créativité. Puis ça, on va en parler davantage parce que pour être capable de s'adapter, il faut être capable d'avoir plusieurs outils ou d'être capable d'avoir plusieurs opportunités qu'on va devoir juger avec notre propre intelligence, hein, selon lesquelles on doit utiliser à quel moment. C'est aussi donc un lieu de souveraineté. Et pour moi, la définition du coach est vraiment très liée à la définition de l'autonomie, hein, de autonomiser ses clients et de les rendre souverains dans leur propre expérience, versus ce que je vois beaucoup se faire dans l'industrie qui est de tenir la main constamment pour arriver à un résultat qui ressemble à un résultat qui a déjà été créé, mais qui n'est pas dans cet esprit de partenariat, de collaboration et de guide à travers le changement. Ce qui me mène à identifier 3 problématiques ou 3 problèmes que je vois en ce moment dans la façon dont le coaching business est défini d'une certaine façon, ou du moins opéré. Puis la première, c'est que, justement, tu sais, parlant de cette adaptabilité-là, beaucoup de ce qui est offert est basé sur la répétition de modèles préexistants. Ça devient une chambre à écho. Une chambre à écho à travers lesquelles on est capable de voir différentes écoles de pensée, ce qui est super normal hein, dans n'importe quel
évolution, il va y avoir ces écoles-là, ces groupes qui vont se créer, puis qui vont avoir leur code d'éthique, leur définition, leur façon de travailler, leur méthodologie. La problématique que je vois, c'est que quand on base du coaching entrepreneurial sur des modèles préexistants, et surtout si ce modèle préexistant, c'est le nôtre et qu'on l'a testé uniquement sur soi-même, ça fait que on n'est pas en train nécessairement de naviguer l'univers entrepreneurial, on est en train de dire, pour arriver à telle planète, ou à telle galaxie, whatever, voici le chemin que tu dois prendre. En considérant que, bon, c'est le chemin le plus rapide, entre guillemets, ou le chemin qui est le plus efficace ou le plus adapté à le type de vaisseau spatial que tu conduis, mettons. Mais la problématique, c'est que dans cet univers en changement, la planète qu'on veut accéder, peut-être dans 1 année ou 2 ou 3, va avoir bougé. Ou peut-être que la technologie qu'on va utiliser pour y arriver va avoir changé. Et à ce moment-là, le coaching qui nous a été donné est simplement va devenir rapidement obsolète. Donc, il y a une confusion, selon moi, entre le coaching et la création de systèmes méthodes, ou de méthodes, hein. Et quand on focus sur la création de méthodes ou de systèmes, ça va fonctionner sur le court terme. Fait que là, c'est important de se poser la question, tu sais, tous ensemble, de se dire, ben, est-ce que à ce moment-là, on parle vraiment de coaching ou est-ce qu'on parle de, bon, juste un système qu'on va essayer puis qu'on va mettre en place sans nécessairement comprendre comment ça a été fait, hein? C'est comme si, pour reprendre mon analogie de la navigation spatiale, hein, je vous disais, voici toutes les pièces pour monter le vaisseau spatial, voici un mode d'emploi pour opérer ton vaisseau spatial jusqu'à planète X, et toi, nécessairement, tu sais pas plus que ça pourquoi ça fonctionne, pourquoi le vaisseau a été capable de décoller, pourquoi on le navigue de telle façon, mais tant que ça fonctionne puis que ça t'amène à la planète, ben t'es content. Okay? Mais moi, j'appellerais pas ça du coaching, j'appellerais ça, bon, des modes d'emploi, des systèmes, whatever comment on va l'appeler, mais je pense que là, en ce moment, dans l'industrie, il y a beaucoup de mélange entre la création de systèmes et le coaching lui-même. J'ai lu dans une infolettre hier, c'est l'entreprise s'appelle Curious Lion et j'aime beaucoup ces infolettes parce qu'ils travaillent beaucoup avec le changement en organisation, beaucoup avec tout ce qui est la notion du learning, hein, comment l'apprentissage dans les équipes est un avantage concurrentiel vraiment puissant. Puis il disait qu'il travaillait avec les forces armées, je sais pas trop moi, quelle équipe des forces armées, mais il disait un de leurs slogans dans le travail qu'ils sont en train de faire, c'est la façon, tu peux pas mettre en place une façon de régler un problème aujourd'hui qui va t'empêcher de régler un problème demain. Puis ça, c'est vraiment important à considérer parce que si justement on met en place un système aujourd'hui qui nous empêche de répondre aux problématiques de demain, on est en train d'investir des ressources dans quelque chose qui, encore une fois, va devenir obsolète. Puis c'est là, genre, que c'est important en tant que coach business, coach entrepreneurial, de savoir où on se positionne entre les systèmes et des aptitudes ou des choses qui vont être réfléchies sur le long terme, hein, qui vont opérer des transformations sur le long terme. Bon, deuxième problématique que je vois beaucoup aussi dans l'industrie du coaching en ce moment, c'est cette fameuse obsession ou est-ce que c'est vraiment une obsession? Mais c'est très ancré dans la conscience du manque des clients et dans cette notion que, en travaillant avec moi, tu vas fixer tes problèmes. Hein? Tu vas fixer, genre, la personne que tu es, hein? Tu vas réparer quelque chose de façon à ce que, une fois que ça va être réparé, tu vas être capable après ça, d'évoluer puis d'aller vers tes résultats. Bon, premièrement, ok, on va pas parler du fait que c'est très capacitiste comme pensée, dans le sens que c'est comme si, bon, chaque personne
était brisée, hein, cette notion d'être brisé ou d'être sous-optimal, et que ne serait-ce que si on avait un peu plus une conception optimale de soi, on pourrait ensuite, débloquer les clés vers ces univers magiques qu'on essaye d'accéder. Je pense qu'il y a une problématique éthique à ce niveau-là, mais peut-être qu'on peut garder ça pour une autre conversation, puis je suis curieuse de savoir comment vous voyez la chose. Mais c'est sûr que quand on ancre notre coaching ou quand on ancre notre transformation dans une conscience du manque ou dans une conscience de pas être assez ou dans une conscience de devoir se fixer, on ouvre la porte à ce qui se crée beaucoup en ce moment dans ces fameux groupes, hein, on ouvre la porte aux gourous. On ouvre la porte aux coachs gourous qui vont offrir des systèmes pour te fixer, pour finalement arriver à un résultat qui est nul autre qu'un modèle préexistant qui a été fait. Fait que dans le fond, le problème, c'est pas le modèle, le problème, c'est que toi, t'es pas assez wholesome, t'es pas assez parfaite pour arriver au résultat. Donc ça, il y a une problématique, encore une fois, éthique au niveau de ce type de coaching parce que ça prend pas en compte les individualités de chaque personne et ça priorise ou ça hiérarchise un certain modèle de réussite au-dessus d'autres. Et donc, ça va à l'encontre aussi de notre vision de l'univers changement, genre entrepreneurial. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui est fixe ou qui a besoin d'être fixé, c'est parce qu'on prend en considération que l'univers est fixe et ça, c'est complètement à l'opposé de la réalité entrepreneuriale. Donc là, il y a comme une dimension presque philosophique à ce niveau-là, de savoir, quand on va aller chercher un coaching entrepreneurial, est-ce que la personne nous vend un univers fixe ou elle nous vend des aptitudes, puis un univers, puis une transformation en changement? Et quand on ancre notre transformation dans la conscience du manque ou dans le fix me please, hein, comme on l'appelle, c'est aussi un lieu où on perpétue des objectifs oppressifs. Puis là, j'ai toute une formation sur comment se fixer des objectifs non oppressifs. En ce moment, c'est dans Money Brand, mais on va voir si ça sort aussi de ce cadre-là. Mais les objectifs oppressifs, c'est de dire, si je ne fais pas X pouvant être un nombre de revenus, un nombre d'heures travaillées, whatever, alors ça veut dire que je suis Y. Hein? Je suis pas assez disciplinée, je suis pas faite pour l'entrepreneuriat. Fait que là, il y a une association entre l'identité et le résultat. Et quand on associe l'identité et les résultats, là, c'est facile de tomber. C'est facile de tomber dans le piège de se blâmer soi-même, le gaslighting, de tous ces comportements oppressifs qui font qu'on va on va se taper sur la tête si jamais, on suit pas le coaching à la perfection. OK? Donc, et finalement, problème numéro 3, qui est un problème qui, selon moi, est facile à fixer si on est capable, justement, en tant que coach, de penser à sa philosophie aussi qu'on a envers nos clients, qui est beaucoup de coaching business en ce moment est axé soit dans les compétences, soit dans la stratégie ou dans le mindset. Et ils appellent tout ça du coaching business, du coaching entrepreneurial. Mais comme on l'a vu tantôt, que ce soit compétences, stratégie ou mindset, c'est 3 dimensions qui font partie généralement du coaching. Puis si on repense au coach de Roger Federer, il va travailler sur ces 3 dimensions-là. Mais le raccourci du coach, ou le raccourci qu'on voit beaucoup ces temps-ci, c'est de se nicher dans un des 3. Moi, comment j'aime le voir, c'est qu'il y a les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être. Les savoirs, c'est facile, c'est des connaissances, c'est, par exemple, de savoir comment planifier un message sur ta plateforme de email, c'est de savoir comment faire un live sur Instagram. Ça, c'est des savoirs qui, généralement, c'est cool, on peut faire une formation, on peut avoir quelqu'un qui va nous tenir la main pendant qu'on le fait.
Est-ce qu'on appelle ça du coaching? Je suis pas sûre, mais jusqu'à un certain degré, tu sais, ça peut rentrer dans ces dimensions-là. Ensuite, on a les savoir-faire, qui est comme toute l'expérience pratique. Bon, excusez-moi, savoir, c'est plus comme, je sais que Instagram existe, j'avais des notes, puis là, je me suis mélangée entre les deux. Je sais que le Colisée est à Rome, je sais que pour avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux, ça prend une certaine constance de publication. Savoir faire, c'est ce que je vous ai parlé tantôt, hein. Je sais comment ouvrir Instagram pour faire un live, je sais comment publier un podcast, je sais que travailler avec les pensées, tu sais, par exemple, si on prend le coaching PNL, travailler avec les pensées, c'est un moyen puissant pour changer, et on peut même connaître des techniques pour travailler avec ces pensées-là. Donc ça, c'est des savoir-faire. C'est quelque chose qu'on a absorbé, c'est quelque chose qu'on est capable de faire. Puis finalement, il y a la dimension du savoir-être, que là, c'est vraiment la dimension de l'attitude, c'est la dimension comportementale. Et c'est cette dimension de, bon, ben, une fois que j'ai appliqué ces techniques, quelle personne je deviens à travers leur application. Puis c'est là, bon, que pour nous, c'est des manières de réagir, de naviguer certains environnements. Puis là, je prends un autre exemple. Hein. Si tu sais, par exemple, que pour avoir de la visibilité, tu as besoin de constance. Tu sais utiliser les différents outils pour faire des vidéos, des graphiques. Tu sais écrire, programmer ta publication. Mais alors, tu sais, qu'est-ce qui se met entre savoir toutes ces choses-là et avoir des résultats ou être capable de le faire? Mais là, souvent, ça rentre dans la dimension du savoir-être, hein, qui est peut-être, bon, ben, il faut que je travaille ma résilience, il faut que je travaille la notion genre d'image que j'ai de moi-même, etc. Il faut que je travaille mon syndrome de l'imposteur, il faut que je me sente à l'aise avec mon discours, avec mon expertise, avec tout un tas de choses qui sont plus au niveau de l'être. Donc, souvent, quand on a des manquements au savoir-être, c'est là que moi, je trouve qu'on se ramasse avec les fameux cordonniers mal chaussés, hein, les solopreneurs avec des entreprises alimentaires, des personnes hyper intelligentes, qui se paralysent quand elles doivent parler devant le public, soudainement ne savent plus comment faire face à la page blanche, etc. Puis quand on ne sait pas faire danser les trois savoirs ensemble, on se ramasse avec, bon, tous ces fameux coachings qui nous ont tellement appris, entre guillemets, hein, mais parce qu'on sait ce qu'on doit faire, on sait on sait les techniques qu'on doit adopter, qu'on doit utiliser, on est rempli de compétences puis de connaissances, mais on n'est pas capable d'accéder aux résultats. Donc là, on travaille en surface, sur plein de côtés, puis on n'arrive pas à créer de la cohérence entre ces trois choses-là. Puis c'est ça que je trouve qu'en ce moment, bon, ben, il y a beaucoup de coaching qui vont dire « Je suis coach mindset autour de l'argent » ou « Je suis coach mindset » ou « Je suis coach genre pour te montrer à utiliser des plateformes de réseaux sociaux ou d'Instagram ou whatever. » Et si on fait pas la cohérence entre les trois types de transformation, les trois éléments que ça prend pour la transformation, on se ramasse avec un travail en surface qui va pas créer des changements durables. Puis comme on a parlé jusqu'à maintenant, ben l'objectif du coaching, c'est d'être un agent de changement pour la personne pour qu'ensuite elle soit capable, bon, d'avoir plus de résilience, d'avoir plus d'antifragilité dans l'univers dans lequel elle évolue. Fait que demain, dans le live que je vais faire, puis by the way, les horaires, je vais vous les communiquer en live, là, puis si vous voulez pas être en live, vous pouvez écouter le replay naturellement, mais c'est sur comment initier un changement durable via le coaching, puis à travers cette conversation, je veux vraiment qu'on aille voir, ben, c'est quoi que ça implique un changement durable, c'est quoi les modalités, mais aussi comment est-ce qu'on fait pour être en partenariat avec le coach à travers cette évolution-là, selon ma définition là, que j'ai établie aujourd'hui là, du coaching. Donc, voilà. Merci d'avoir été là pour celles et ceux qui ont écouté. Et puis, ben, j'espère qu'on va se voir demain. Bye bye!